Alors, bonjour autour de la planète à tous nos amis qui nous écoutent en ce moment en direct. Nous sommes ici à Montréal. Il est 11h14 minutes. Nous avons même 15 minutes. Nous avons 4 minutes de retard sur la mise à flux officielle. Nous devons en principe commencer à 11h11, mais vous n'auriez pas voulu assister au spectacle ici en studio de préparation. Ça allait dans que oui. Oui? Demandons-le. Ben non, ils ont refusé. Nous avons 2 webmestres ici, Paloma. Ils ont dit non, pas question. Pas question. C'est eux qui contrôlent les mots de passe. La semaine prochaine, si vous Ouais, voulez, on va le faire. Pendant qu'on s'installe. Léo Gimeno, celui qui a pris la décision pour la semaine prochaine, est notre webmaster ici. Bonjour. Assisté, secondé par Marie-Claude Simard. Bonjour. Voilà les deux patrons à En fait, l'émission. c'est à l'inverse. ça, c'est pas C'est vrai. elle qui fait toutes les choses, Non, moi c'est pas j'assiste. vrai. Bon. Ben alors, Ils s'assistent mutuellement, j'ai l'impression. ouais, c'est ça. Ah, écoutez, tant que c'est pas la journée de la femme, internationale de la femme, on peut tout dire, tout est permis, hein? Et qu'est-ce que j'ai dit? Voici les deux plus belles femmes De ce côté de de ce côté de la table. Merci, Paloma. Paloma est toujours notre amie des ondes ici à Radio-Canada International. Vous sauvez toujours la mise. Hein, Oui, oui, c'est ça. Et puis Anne-Marie Yvon également est avec nous, de la section, c'est le service des espaces autochtones de Radio-Canada qui est avec nous. Une ancienne collègue de travail qui tient à être présente avec nous. Ancienne, je suis toujours là, vous avez vu. Oui. Bon, j'ai l'air ancienne, mais sinon, tout va bien. C'est vrai. Alors, la question C'est cette vrai. semaine, quelle indiscipline il faudrait, hein? Oui, oui. Ah, ouais. Bon, on arrête là. Pardon, je dois appuyer sur un bouton? Juste Oui. fermer l'écran peut-être. Oui. Ah, je oui, ferme Oui, oui, l'écran. il n'y a pas de ferme problème. l'écran. Parce qu'il y a des indices qu'il ne faut pas voir Voilà, sur l'écran. d'accord. Oui, comme ça, oui. Êtes-vous prêts pour le début de l'émission? Oui, oui, oui. Alors, bonjour tout le monde autour de la Ah, planète. ça commence! Bienvenue à Tom Canada. Aujourd'hui, les Américains méritent-ils un système de santé universel comme le nôtre? Alors, c'est une question amusante pour attirer nos internautes vers le menu de l'émission qui porte sur les désirs de beaucoup d'Américains de se doter d'un système comparable à celui du Canada. Mais on va essayer de montrer aujourd'hui qu'il y a des lacunes et on n'est pas les seuls à le dire, même des Américains en haut place. Haut placé. Très, très haut placé. Est-ce que vous avez eu vent de la déclaration du vice-président américain dans une radio, poste de radio? À Alaska. Oui. En Alaska. On va montrer la vidéo. Puis, vous pouvez peut-être paraphraser les propos du vice-président américain. OK, tout à fait. D'ailleurs, en regardant la vidéo sur notre grand écran magique ici, on a reproduit en français les propos unilingues anglais du président, du vice-président, futur président peut-être. Et voici ce qu'il dit. Il s'en est pris donc aux lacunes du système universel de canadien de soins de santé. Je ne veux pas mâcher mes mots. Pouvez-vous, s'il vous plaît, compléter la conversation, la description de ce qu'il a dit? Paloma. Moi, j'entends pas, mais il faut. Vous lisez. Vous savez, entre où je suis, à Washington et l'Alaska, il y a un endroit appelé le Canada. Je n'ai probablement pas besoin de rappeler aux gens de l'Alaska les lacunes d'un système de santé nationalisé parce que c'est notre voisin et on en voit les résultats tous les jours. Ah, mais c'est au même niveau que le président des États-Unis, hein? Alors, il dit, faut pas adopter ce système-là. Puis, si on n'adopte pas le système proposé par Trump, tout va s'effondrer. Oui, mais est-ce qu'il explique pourquoi il ne faut pas l'adopter? Non, C'est ça. c'est ça qui est embêtant. Alors, nous, on va le faire. On va Nous, on va le expliquer faire. Oui. quelles sont quelques-unes de ces lacunes. On fait le tour de table. Qu'est-ce que les Américains devraient éviter s'ils devaient copier l'exemple canadien? Anne-Marie Yvon. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il devrait éviter? Mon Dieu, j'ai pas le temps d'y penser. Là, vous me prenez de court. Paloma. En fait, ce qui est critiqué principalement autour du thème du système de santé canadien, c'est le temps d'attente. Quand on demande une chirurgie, quand on a besoin d'une chirurgie, puis si ce n'est pas très urgent, on n'est pas envoyé en chirurgie rapidement. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais je dirais que ça c'est ça la principale raison. Marie-Claude. Ouais, moi, d'une façon très large, je dirais que ce qui semble ennuyer beaucoup les professionnels de la santé, et en fait, c'est un peu la cause de la lenteur et de l'attente, c'est qu'il y a une bureaucratie derrière tout ça qui est vraiment lourde. Alors, les médecins, les infirmiers, il faut vraiment qu'ils fassent des tâches administratives ou qu'il y ait tout un réseau complexe d'échange d'informations qui ralentit beaucoup l'offre de soins. Je pense qu'il faudrait... C'est ça. Très belle observation. Léo Gimeno. Je sais pas comment ils sont par rapport à la quantité des médecins. Ici au Canada, le problème c'est ça. C'est lent parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
puis les gens, les médecins qui sortent puis commencent à travailler dans le système canadien, ils s'en vont aux États-Unis parce qu'ils sont beaucoup mieux payés. Alors, le problème, c'est la quantité des professionnels. Est-ce que les États-Unis y ont une quantité assez importante pour faire la même chose? Ouais. Anne-Marie, vous avez eu le temps d'y penser? Mais oui, en fait, je pensais à l'informatisation, parce que c'est vrai que quand on arrive chez le médecin, des fois, il sait pas, il connaît pas notre dossier, il connaît pas notre réalité, il faut qu'il cherche, il a pas le temps, tout est compressé, il faut aller vite, 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 ils ont tant de patients à voir par jour. Des fois, tu voudrais passer une demi-heure avec lui, mais il n'a que 10 minutes à te consacrer. Finalement, tu sors de là et t'es hyper frustré. Tu te dis, il n'a pas eu le temps de savoir qui je suis et qu'est-ce qui m'arrive. C'est ça le problème. En fait, en Argentine, on a un rapport très étroit avec les médecins. Moi aussi, j'ai un rapport très étroit Mais avec ici, mon médecin de famille. par exemple, ici. les spécialistes, moi, je Ah, les suis allé spécialistes. une fois Oui. pour un problème de la peau. J'avais des taches dans la peau, puis je suis rentré, puis le monsieur m'a même pas regardé aux yeux. Il m'a dit, c'est quoi ton problème? Ça m'a regardé, puis je dis, j'ai des taches. Mais comment sont-elles? Lui, il regardait son téléphone. Ah oui, c'est lamentable. Ils sont payés à l'acte. C'est peut-être un problème, ça. Il faut qu'ils voient beaucoup de patients pour pouvoir payer les factures. Moi, je considère que c'est un problème Un d'être grave payé à l'acte. problème. Hein? Moi, c'est mon observation personnelle. Moi, j'ai eu le même problème que vous récemment avec un spécialiste pour un problème de respiration. Puis, il m'a même pas regardé. Et puis là, il m'a demandé pourquoi ça allait pas. J'ai dit, j'ai pris tel médicament. Puis là, il m'a dit, mais vous avez pas lu les instructions? Je me suis dit, mais quel manque de patience pour parler à un patient qui vient vous voir. Et même, déjà, quand on arrive, il devrait déjà avoir lu notre dossier, savoir qui on est, quel est notre passé médical, au moins pour avoir une idée de à qui il s'adresse. Mais il semble, oui, allez-y. En fait, c'est que je vois que la plupart d'entre vous avaient eu des mauvaises expériences dans le système de santé canadien. Moi, je sais pas mon cas. Je suis comme peut-être l'exception qui confirme la règle, mais tous les fois que je me suis adressée à mon médecin de famille ou à des médecins spécialistes ou que j'ai amené mes enfants dans le système de santé canadien, j'ai été vraiment très bien servie. Si vous voulez, maintenant, on va dévoiler l'identité mystère de notre invitée, une spécialiste de la question, qui va nous aider à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter aux Américains si vous voulez imiter le système canadien? À quoi ils devraient songer avant de se commettre? Alors, voici notre invitée. Il s'agit de Madame Joanne Castonguay. Madame Castonguay, bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire un rapide tour de table ici. J'aime ça les questionner. Ils ont souvent la bonne réponse, donc on en profite. Qui est cette invitée mystère? De quoi va-t-elle parler? Le système de santé. Le système de santé. santé. Oui, bon, c'est bon. c'est magnifique. Alors, qui est-elle? Bien, c'est assez remarquable. C'est une spécialiste qui a analysé récemment, c'était la commande qui lui était passée, le système de santé au Québec, le travail des médecins. Et s'est intéressé à la question de l'innovation en milieu de santé. Vous savez, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, c'est ce qui permet de mieux traiter les patients, de réduire les coûts. Enfin, en théorie, en pratique, comment ça se passe. Alors, Mme Castonguay est économiste et directrice de recherche à l'Institut de recherche en politique publique et co-auteur d'un rapport qui vient d'être publié il y a quelque temps, il y a 6 mois, du Cyrano. Mme Castonguay, alors, on va essayer de comprendre, ça veut dire quoi, l'enjeu de l'innovation en milieu hospitalier par rapport au travail quotidien des médecins. Pouvez-vous nous y aller d'un exemple de ce qui devrait en principe mieux fonctionner puis qui dans les faits fonctionne pas? Oh là là, c'est une très très grosse question que vous me posez. Il y a plusieurs composantes. En fait, je ne sais pas si vous voulez que je commence par le fait de la difficulté d'intégrer les innovations ou si vous voulez qu'on parle de ce qui ne fonctionne pas. Mais en fait, d'emblée, je dirais, dans un premier temps, je dirais que, et ça c'est peut-être plus en réponse à la critique des Américains envers notre système, il n'y a aucun système de santé sur la planète qui n'est pas critiqué par la population ou sa population ou la population auquel le système s'adresse, là, si on veut. Il n'y a aucun système qui est parfait et c'est extrêmement difficile de les comparer parce qu'aucun d'entre eux ne part du même point de départ. Alors, si on critique notre système, on le critique, mais peut-être que si on allait dans bien des hôpitaux ou des organisations de santé
aux États-Unis, on serait très peu impressionné et probablement qu'on trouverait que notre système est extraordinaire. Je pense que l'inverse est aussi vrai parce qu'aux États-Unis, on trouve à peu près tous les types d'organisations possibles de santé. Bon, la problématique de l'innovation essentiellement est liée au fait que on est très très bon au niveau des découvertes, des publications. Nos chercheurs en santé, les chercheurs canadiens et particulièrement les chercheurs québécois ont une excellente performance en termes de découverte, de publication, de performance, de référence, etc. La grande difficulté, c'est qu'elles n'atteignent pas le système de santé. Et quand on dit qu'elles n'atteignent pas le système de santé, les innovations, c'est que le système de santé ne les intègre pas, ne les applique pas. Et pourquoi, essentiellement, c'est le cas? C'est le cas parce que les acteurs du système de santé n'ont pas les outils pour les intégrer, ne sont pas ne sont pas responsabilisés pour les résultats de santé par rapport aux ressources dont ils disposent. Ils sont responsabilisés pour les coûts, contrôler. Oui. Et puisque c'est l'objectif premier qu'on leur remet en question, évidemment en assurant la meilleure qualité possible, là, mais ils sont vraiment, leur premier objectif, c'est de contrôler les coûts. Ça n'incite pas à intégrer les innovations et d'ailleurs, ils n'ont pas les moyens pour le faire. Donnez-nous un exemple pratique. Au service à l'urgence, par exemple, on se présente avec un problème respiratoire, un cas vécu, et le médecin a le choix des traitements. L'innovation ou la routine? Donnez-nous l'exemple. Bon, en fait, ça ne serait pas tellement le médecin comme l'hôpital. L'hôpital, dans un cas assez précis, avait le choix entre utiliser un test, en fait, a l'option d'utiliser les tests normaux, là, les tests respiratoires qui sont normaux, je veux dire plutôt traditionnels, qui leur permettraient de définir si c'est un virus ou une bactérie qui est présente. Et ces tests-là sont faits à partir de des cultures et les résultats s'obtiennent à peu près à partir de 3-4 jours. De 48 heures. Maintenant, il y a un nouveau test qui est disponible et avec cette technologie-là, on peut obtenir les résultats à l'intérieur de 2 heures. La compagnie qui commercialise le test a fourni ces tests-là et l'équipement à un hôpital qui nous a demandé, en fait, et avec des chercheurs, des personnes du laboratoire, on a essayé de voir si l'obtention des résultats en 2 heures, oui, permettait d'obtenir de diminuer les hospitalisations, de donner des meilleures médications, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agissait d'un virus, de ne pas donner des antibiotiques et donc de ne pas avoir d'impact aussi sur la résistance aux antibiotiques, etc., etc. Et de ne pas aller infecter d'autres personnes pendant les 48 heures, oui. Exactement. Ou le besoin d'isoler les patients qui coûtent beaucoup plus cher lorsqu'on les met dans un environnement isolé. Bref, on a eu cette capacité-là, mais et donc le test a effectivement démontré qu'on était capable d'effectivement d'obtenir les résultats plus rapidement, mais étant donné que chaque département sont isolés et que l'hôpital dans son ensemble n'a pas à démontrer ou à essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles compte tenu de son budget dans son ensemble, il n'y a personne qui a changé l'endroit où était effectué le test. C'est-à-dire que le test, traditionnellement, était effectué auprès des patients hospitalisés seulement et encourageait les médecins à l'urgence d'hospitaliser les patients pour pouvoir effectuer le test. Et une fois qu'on a eu le nouveau test, ils ont continué à le faire auprès des patients hospitalisés, puis ils n'ont pas changé le moment où ils allaient lire les résultats, puis changer ou réagir par rapport à leur prescription initiale, si on veut. Donc, avec le résultat que même si on obtenait les résultats plus rapidement, il n'y avait absolument aucun changement. Et donc, on disait, écoutez, ça n'a aucun résultat. Alors, non, on n'adoptera pas cette technologie-là qui coûte un petit peu plus cher.
Alma? Oui, en fait, je me demande si c'est une question philosophique qui est derrière cette espèce de complexe réalité du système de santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que les gens travaillent individuellement et puis le fait qu'ils travaillent individuellement parce qu'ils ne sont pas encouragés à travailler en équipe fait en sorte que le résultat est celui que vous venez de décrire? Effectivement, le fait que les gens travaillent en silo, département par département, va avoir un gros impact sur cette intégration-là des innovations. Mais c'est pas juste parce qu'ils sont organisés de cette façon-là. Tout le système comptable est organisé comme ça. Le système d'information sont organisés comme ça. Donc, et même tout au niveau de la gouvernance. Donc, ils n'ont pas d'encouragement à essayer d'obtenir le meilleur résultat à l'intérieur de leur établissement et en utilisant les meilleurs, et collaborer entre les différents départements pour être capable d'obtenir le plus de services ou de bénéfices possibles compte tenu des ressources à leur disposition. Chaque département essaie d'atteindre la réduction des coûts et de remplir leur mission qui est d'offrir des services au moindre coût possible, plutôt que de dire offrir la meilleure valeur compte tenu des dollars disponibles, si on veut. Anne-Marie? Oui, alors maintenant que vous avez observé tout ça, donc vous savez où est-ce que ça mène, comment faire changer les mentalités et comment faire changer tout ça dans la réalité au quotidien? D'abord, les problèmes dont vous avez parlé plus tôt, là, ce que je dirais que vous avez tous identifiés sont beaucoup des symptômes, hein, sauf, bon, évidemment, quand on parlait de quantité de médecins, de l'informatisation, puis le paiement à l'acte, là, quand on a parlé là, des temps d'attente, puis on observe une bureaucratie qui est lourde, etc., ça, c'est vraiment des symptômes et ce qu'on sent au niveau des patients lorsqu'on se présente auprès du système. En ce qui concerne l'informatisation puis les mécanismes de paiement, je suis entièrement d'accord avec vous, puis je vais y revenir. Au niveau de la quantité des médecins, par exemple, c'est pas vrai qu'on a moins de médecins qu'ailleurs. Au contraire, on a augmenté la quantité de médecins qu'on a. Et en termes de comparatifs par rapport aux autres provinces canadiennes et même par rapport à d'autres juridictions, on est très bien positionné. Alors, on ne peut pas dire que c'est le nombre de médecins qui est notre problématique. Un des problèmes moi, j'aurais 3 solutions initiales et c'est des solutions que je répète souvent et c'est ce qu'on a trouvé comme aussi étant les plus grands obstacles à l'amélioration, à l'innovation. Il y a 3 éléments. Le premier, c'est les systèmes d'information. Donc, on parlait de l'informatisation. On n'a aucune information sur comment ça nous coûte par cas, comment ça nous coûte pour traiter un patient. Et tant qu'on n'a pas cette information-là, c'est très difficile de prendre les bonnes décisions, à savoir si une technologie va changer, va nous permettre de mieux traiter compte tenu de nos dollars ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas rien qui nous permet de suivre les résultats par type de patient ou les coûts par type de patient. Donc, on ne peut pas comparer et sans mesure, c'est très difficile de prendre les bonnes décisions. Alors, je ne suis pas en train de dire que de responsabiliser un individu ou un autre, mais en tant que société, on doit exiger de nos gouvernements qui misent là-dessus dans un premier temps. Et ça, c'est pas... Les politiciens, ça fait plusieurs années qu'ils savent qu'il faut qu'ils fassent ça. Énormément de commissions politiques qui leur ont recommandé de passer au développement de ces informations-là puis de ces systèmes-là. Mais c'est très peu sexé d'un point de vue politique. Alors, un gouvernement ne va pas se faire élire parce qu'il a décidé d'informatiser le système de santé, par exemple. Alors, ça, c'est une des difficultés qu'on rencontre. Ça, c'est la première. La deuxième, je dirais que si les systèmes de paiement ou de financement sont orientés sur le contrôle des coûts, puis qu'on donne des budgets qui sont par service et non par patient, on ne responsabilise pas les individus par rapport aux résultats aux patients. Donc, il faut vraiment responsabiliser les prestataires puis changer nos modes de financement de sorte que le mode de financement devient
ou de paiement devient un contrat entre le payeur et le prestataire, de sorte qu'ils doivent atteindre un certain résultat pour recevoir une enveloppe donnée, si on veut. Troisième point essentiel. Le dernier point essentiel, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que si toutes les décisions sont prises à la tête et qu'on enlève toute autonomie, capacité de prendre des décisions, c'est extrêmement démotivant et c'est complètement l'inverse de responsabiliser les acteurs pour les résultats de leurs prestations. Madame Castonguay, on sent que vous parlez du cœur, ça s'entend. Et le message à passer, c'était direct et limpide. Et ça nous a, on est tombé un peu à la renverse ici autour de la table. Un plaisir de vous parler et on vous réinvitera à la prochaine chicane, d'accord? Merci. Alors, c'était Joanne Castonguay, économiste et directrice de recherche à l'Institut de recherche en politique publique. Ça, on a des invités remarquables à l'émission. Oui, c'est un coup de chance. Oui, c'est parce qu'on fait des efforts. Écoutez, une petite question ici. On parlait des temps d'attente, brièvement, rapidement. Question. Sur 11 pays les plus industrialisés au monde, dans lesquels on inclut le Canada, où nous situons-nous sur la liste des pays où les choses sont les plus lentes au niveau de rencontrer un médecin, système de santé? Sur 11? Sur 11. On fait le tour de table. Le premier, c'est le plus lent ou le plus... Le premier, c'est le plus rapide. Ah, okay. Le premier, c'est le plus rapide. On est les 10e. 10e. 8e. 8e. 9e. Et 7e. 7e. Allemagne, première. Sont très efficaces. Faut pas en douter. Canada, 11e. Voilà. Wow. Si ça vous intéresse, là, on a un hyperlien sur une page de Tam Tam Canada qui porte sur une enquête internationale. Ben, je parle par expérience. J'ai passé une journée à l'hôpital. On m'a jamais vu. Alors, à la fin de la journée, après y avoir passé 7 ou 8 ou 10 heures, j'en avais ras-le-bol. J'ai quitté. C'est la même chose avec moi. Ma fille, s'est cassé la jambe. Ah bon? On a passé 7 heures avec elle. Ils ont donné un Tylenol, on a fait le triage, puis ils nous ont dit, il faut attendre. Puis je suis allé, en fait, j'ai retourné à la maison, on a dormi à la maison, on est allé voir une clinique privée le lendemain, puis ils nous ont envoyé directement, dans une heure, on était à l'hôpital, ils ont mis les plâtres et tout ça. Bon. Moi, je vous suggérais de faire du tourisme, pas sexuel, mais tourisme médical. Pourquoi pas le sexuel? Ben, ça, c'est après qu'on vous aura prêté, peut-être. Leonardo, je peux te donner plein de raisons pour lesquelles non. Je le sais. Dans certains pays, on peut faire les deux, remarquez. Mais non, Stéphane, on ne va pas encourager ça. Jamais. Non, Jamais. Je n'ai même pas la liste des pays. Le tourisme médical non plus. Hein? Non, écoutez, mais tourisme médical, c'est quand même sérieux. Bon, de 50% depuis 2010 du nombre de Canadiens qui vont faire du tourisme médical. On est maintenant rendu à 60 000 Canadiens par année. 60 000, pensez-y, 500 millions de dollars. Si vous voulez en savoir plus, Cuba, un des hauts lieux du tourisme médical. Oui. Et on a d'ailleurs... Bon médecin là-bas, très bon médecin. J'ai un exemple familial en lien avec ça. On y revient tout de suite après la présentation de cette vidéo préparée par Radio-Canada International. Alors, on est rendu ici. Avec plein son, s'il vous plaît. Allons-y. C'est le luxe, là. On a le son? On l'avait tout à l'heure. Oui. Cette opération-là, je ne dis pas que ça aurait été un taux de réussite à 20 mais là, tu te dis, oh, il y a un doute, dans quoi qu'on s'embarque, ça vaut-tu vraiment la peine, on va étudier plus la chose. Mais avec le taux de réussite là, on n'est pas les premiers qui y vont. Il y en a plusieurs qui ont été, puis qui disent on aurait dû y aller bien avant. S'ils n'en font pas au Canada, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé encore la méthode et la solution et le remède pour remédier à ça. C'est pour ça qu'à Cuba, ils ont trouvé depuis des années et des années. Sauf qu'ici, ils nous mettent sur une liste. On fait des examens visuels à tous les ans. On nous dit où en est rendue la progression. On nous offre des services comme de quoi, si ça dégénère plus, vous avez droit à une canne blanche, vous avez droit à un service à la maison, mais on n'a pas d'autre solution qui nous est offerte pour l'instant. À Cuba, ce qu'ils nous offrent une solution, c'est de stopper. Ça guérit pas. On reprend pas ce qui a été perdu, parce qu'il était perdu, parce que les cellules qui sont mortes. On ne peut pas les ramener. Donc, ce qu'ils nous offrent, c'est une méthode pour stopper l'évolution de la maladie.
Alors voilà, ça c'est un exemple parmi 60 000. Parmi beaucoup d'autres. Un autre exemple, Paloma. En fait, moi, mon exemple vient du Mexique, parce que vous savez, je suis mexicaine d'origine. Donc, ma tante... Non. Oui! Ma tante, elle a eu un accident cérébrovasculaire. Oui. Et puis, elle a été envoyée dans un hôpital au Mexique. Les premiers traitements ont été faits là. Mais quand elle est sortie du coma, elle n'était plus capable de parler adéquatement. Puis, elle avait beaucoup de difficultés à voir. Et puis, on lui a suggéré d'aller voir un groupe de médecins cubains qui avait une clinique à Mexico. Ils font ça aussi. Donc, ils s'installent dans des grandes villes. Donc, ils font ça à partir de l'ambassade cubaine à Mexico. Donc, il y a un lien direct avec le gouvernement. Donc, ils s'installent là. Ils font une première évaluation. Puis ensuite, si tu veux continuer ton traitement, tu peux aller sur l'île et puis continuer le traitement à des coûts plus élevés, évidemment, parce qu'il faut que tu payes ton logement, etc. Mais je vous dirais que suite à ce traitement, ma tante a fait un bond extraordinaire au niveau de ses facultés réacquises, je dirais, parce qu'elle avait vraiment perdu l'usage de la parole. Et puis en revenant de ce traitement-là, qui est un traitement qui s'est fait nulle part ailleurs, parce que c'est eux qui ont développé ce traitement avec la recherche, etc. Donc c'est extraordinaire le changement. Hein? Cuba, fantastique. Écoutez, on les applaudit, sérieusement. Oui, c'est vraiment le système parce santé que, cubain. je pense que beaucoup d'entre nous les admirons, ces Cubains auxquels on a coupé les vivres pendant des dizaines d'années du côté des Américains. Oui, là on voit, ils font de la recherche et on applique la recherche. Voilà, On la regarde pas de loin en se disant oui, ok, qu'est-ce qu'on fait avec? Là, on l'applique. Non, leur système de santé, leur système d'éducation est remarquable. Oui. Innovation, c'est le mot-clé aujourd'hui, je pense. Oui. Les erreurs médicales, voulez-vous qu'on en parle ou qu'on cache la chose? Ça me fait beaucoup peur. Ça vous fait peur? Quelles sont Très inquiétant. questions? Remue-ménage. Okay. Oui. Quels sont les risques si vous allez à l'hôpital, à l'urgence, qu'il y a une erreur médicale? Oh, je veux pas le savoir. C'est un pourcentage En termes de risque. pourcentage, oui. En termes de pourcentage. 1 sur 10, donc 10%. 10%? J'y vais légèrement, parce que... C'est beaucoup, ça. 10%. Un patient sur 10, il y a une erreur médicale. Oh, Non, pour ok, moi, j'exagère. 3 sur 10? 3 sur 10, il y en a. Vous avez une très basse opinion. Ouais. Ouais. 3 sur 10? Ouais. Ah, Mais ça- non, moi je dirais 1 sur 10. Mais ça fait 10%? Non, 1 sur 10? Donc il faut que je change. Vous copiez sur l'autre. Un demi-patient sur 10? Ah, c'est pas bête, ça. Marie-Claude. Ben, 1%, ça va, ça? 1%. C'est vrai que Marie-Claude, c'est toujours celle qui est la plus proche, en fait, toujours en termes de On pourcentage. relais de radis. Oui. Elle a 60% de bonnes réponses jusqu'à maintenant. Non, on exagère un peu, mais la bonne réponse, c'est pas beaucoup. C'est 6% des visites à l'hôpital se terminent par une C'est mauvaise moi. surprise. C'est pour moi le qui ai patient. gagné. Moi j'avais C'est comme 5%. ça. Bon, alors, fantastique. Là, ça va plus sur les erreurs médicales. Pas sûr. Il va falloir rouvrir l'écran. D'accord. J'y vais. Voilà. Ça, c'est noir. Voici maintenant la réalité. On jette la lumière sur l'affaire ou voilà. Avec plein son, s'il vous plaît. C'est l'autre à droite. Oui, son numéro, oui. Oui, 36, 28, 33. Voilà. Lors d'un deuxième AVC qu'il a eu, il était admis à l'hôpital après que les ambulanciers soient venus chercher. Et pour une raison ou une autre, l'information que j'avais communiquée aux ambulanciers et à l'hôpital, aux gens qui étaient là, qu'il avait eu un deuxième AVC quelques heures plus tôt, n'ont pas semblé comprendre que c'était vraiment la réalité. Il y a eu mauvaise interprétation et mauvais diagnostic. Huguette Hébert a été témoin d'erreurs dans le système de santé en Alberta, dans l'Ouest canadien, lorsque son mari était souffrant, il y a quelques années. Ce qui fait qu'il est resté dans le corridor pendant 7 heures dans le département de médecine familiale. Alors, j'ai questionné pourquoi il était là et non en neurologie. Ah, bien, il n'y a pas de place là-bas, c'est ici. Puis, alors, à tous les jours, je répétais au personnel qui était là qu'il avait eu un AVC et qu'il devait être traité pour l'AVC. Le médecin qui était là me dit, vous savez très bien, madame, pourquoi vous avez amené votre mari ici. C'est que vous souffriez de burn-out et puis que vous ne pouviez plus gérer les comportements agressifs de mon mari. Oh, excusez-moi.
Les facteurs de risque dans les hôpitaux canadiens sont multiples. Un danger potentiel, par exemple, la fameuse fatigue de compassion au sein du personnel hospitalier qui est en croissance en ce moment. Alors, les gens qui sont dans des relations d'aide, que ce soit un policier, un enseignant, une infirmière, et on parle d'un épuisement profond, une érosion de l'empathie, dans le fond, un épuisement physique et émotionnel des professionnels. Françoise Mathieu est psychothérapeute et spécialiste en trauma et en burn-out chez les aidants. Co-directrice également de TEND, il s'agit d'une firme d'experts conseils en usure de compassion et burn-out dans l'Ouest canadien. C'est la combinaison d'une condition de travail pas idéale, en plus avec la surcharge de travail et les récits difficiles qui constituent justement l'usure de compassion. C'est quelqu'un qui fait des greffes, des dons d'organes, des conseillers génétiques. C'est vraiment beaucoup plus large qu'on imagine. Et ce reportage est beaucoup plus long que vous ne l'avez entendu. Bien sûr, la version intégrale sur la page de Tam Tam Canada cette semaine. Vous avez des drôles de visages autour de la table. Là. Usure de compassion. Usure de compassion. C'est triste, mais je me pose la question, comment vivre ça à tout... C'est-à-dire, ces gens-là, tous les jours, sont confrontés à des cas difficiles, à des cas particuliers, à des cas uniques. Oui. Donc, j'imagine... Et on ne leur donne plus le temps aussi. Exactement. Donc, ça doit être difficile de travailler dans ce milieu-là aussi. Extrêmement. Je leur lève mon chapeau, mais en même temps, il faut qu'on fasse quelque chose. Vraiment moi, je me suis déjà ramassé à l'hôpital quand j'avais 16 ans et je ne savais pas c'était quoi le système de santé, une opération avec l'infirmière gentille comme tout. Ça fait toute une différence. Quand on est traité comme un être humain, c'est comme, en tout cas, ça fait toute une différence. Mais inversement aussi, des fois, les patients ne traitent pas les infirmières comme des êtres humains. Et ça aussi, c'est dur pour le moral. Oui. Écoutez, on pourrait continuer à parler pendant des heures. On a tous vécu des situations, des amis, des choses comme ça. Je voudrais qu'on conclue l'émission. Concluons. En santé, n'est-ce pas? C'est toujours intéressant de montrer quel genre de bons coups on a fait cette semaine à travers nos différents dossiers. Il y en a plusieurs. Il y en a 4 sur la page de Tam Tam Canada cette semaine, dont le bon coup de Marie Jobin. C'est notre dernière vidéo de la journée. Alors, nos webmestres ne peuvent pas prendre congé encore. Et voilà, c'est déjà prêt. Ils sont déjà prêts à partir. Voilà, vous voyez l'image. On descend, on va voir le reportage de Maryse. Marijuana dans les aliments, un pot-au-feu difficile à avaler au Canada. Beau titre, hein? Oui. Et elle a interviewé un spécialiste de l'université de Dalhousie. Et on va l'entendre justement faire cette entrevue, parler du défi de contrôler ou non l'utilisation de la marijuana. Ce qu'on se rend compte, c'est que les Canadiens sont favorables à la légalisation de la marijuana, mais il y a une bémol à tout ça. Hein? On s'inquiète un peu par rapport à la santé des enfants. On n'est pas trop sûr des effets, qu'est-ce qu'on peut faire avec la marijuana comme produit comestible, hein? Parce qu'on comprend bien qu'actuellement, dans l'esprit du projet de loi C-45, on ne prévoit pas légaliser les produits comestibles à base de cannabis. Par contre, avec le marché noir, ces produits-là existent. Et si le produit légal va être plus cher, ben on risque de voir le marché noir prendre d'expansion et on pourrait avoir plus de produits comestibles être disponibles sur le marché noir. Alors, actuellement, le projet de loi C-45 est un peu, disons, incomplet par rapport à ce qui pourrait se passer d'ici la prochaine année. Alors voilà, le résultat d'une étude de l'Université d'Dalhousie, en compagnie de spécialistes disponibles sur la page de Tam Tam Canada. Vous avez l'air assommé par... Je me pose tellement de questions. Oui. Ce matin, on parlait de la marijuana, comment elle serait disponible légalement disponible également pour les jeunes à partir de 18 ans. Oui. Ça, c'est au Québec. Au Québec. Oui. En Ontario, 19 ans, puis chaque province va prendre une décision concernant l'âge. Mais c'est jeune, 18 ans, parce que le cerveau continue de se développer à cet âge-là. Cependant, des jeunes de 18 ans qui veulent fumer la marijuana aujourd'hui, ils peuvent le faire, même si c'est pas légal. Absolument. Donc, c'est tout... En fait, ce sera une question d'éducation. Tout à fait. Hein? Comme d'habitude, la même chose avec la cigarette, avec quoi que ce soit, c'est une question d'éducation, mais ceux qui veulent en fumer vont de toute façon trouver le moyen d'en fumer. Et puis les autres, écoutez, éventuellement, ils vont utiliser leur jugeote pour se rendre compte que...
Voilà. Ça aurait été intéressant sur les routes du Québec et du Canada à partir du 1er juillet de l'an prochain, si cette loi va de l'avant, légalisation de la vente de la marijuana au Canada, ou pas de la vente, mais de la vente et de la consommation. La consommation, c'est ouais. Que dis-je? Tout est légal. Alors, merci beaucoup. Anne-Marie Yvon d'être venue cette semaine. Toujours un plaisir. Toujours. Paloma Martinez, à vous également. Merci beaucoup. Vous revenez la semaine prochaine. Je serai là. Déjà inscrit à l'horaire. Marie-Claude de Simard, à bientôt. On va se revoir après l'émission. On va discuter de choses sérieuses ensemble. Et Léo Gimeno, merci beaucoup. Enchanté. À la semaine prochaine. Bonne semaine.